Comme l'a dit Emmanuel Macron, la Russie, elle ne va pas disparaître. C'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés qui se trouve juste à côté de nous. Et il va falloir à un moment qu'on reprenne langue avec Moscou. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, aux Émirats Arabes Unis se tient un nouveau cycle de pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ça débute aujourd'hui et ça réunit une délégation états-unienne, russe et ukrainienne. Qu'attendre de cette rencontre ? Énième round de négociations sur la guerre en Ukraine à chaque fois. Vous avez remarqué d'ailleurs au niveau de l'actualité, quand ce type de réunion se passait à l'époque en février-mars, il y avait une attention, une pression. D'ailleurs, au départ, ce n'était même pas des négociations États-Unis-Russie-Ukraine, c'était des négociations États-Unis-Russie. Au départ, ça a commencé comme ça à Jeddah. Ensuite, il y a eu États-Unis-Ukraine en Turquie. Avant qu'on arrive, pour la première fois, je crois que c'était à peu près au niveau du mois d'avril ou de mai, pour qu'il y ait une négociation qui se fasse, au moins un round de négociation dans la même salle, qui puisse réunir la délégation ukrainienne et la délégation russe, ça avait duré, je crois, 30 minutes ou 40 minutes. Et ça avait abouti, ce qui est quand même intéressant à l'époque, sur des libérations de prisonniers. C'est-à-dire une sorte de plus petit dénominateur commun pour dire on n'a pas fait ça pour rien, on s'est parlé, il y a quelque chose qui en a débouché. C'était déjà intéressant sur l'idée quand même qu'in fine, les deux entités ne sont pas pour poursuivre la guerre éternellement. Ensuite, donc, il y a eu des volte-face, des plans préparés en 28 points, puis qui se sont transformés en plans en 20 points, proposition européenne avec l'Ukraine, tout ça c'était au mois d'octobre dernier, pour arriver à une sorte de 20 points en gros sur lesquels on discute depuis ce moment-là, qui est arrivé sur la table de Donald Trump, en sachant que pour le moment, à part des réponses, on va dire, laconiques ou ironiques de la part de Sergueï Lavrov, les Russes n'ont jamais été vraiment on va dire, impliqués dans l'idée de ces plans. On s'est réjoui un nombre de fois incroyable en disant les Européens ont réussi à faire reculer Donald Trump sur les enjeux vis-à-vis de l'Ukraine, notamment les garanties de sécurité. Finalement, les Américains ont accepté qu'elles soient beaucoup plus importantes qu'ils ne le souhaitaient au départ. Le plan américain en 28 points était effroyablement favorable aux Russes. On a réussi à faire plier Donald Trump. Tout ça, c'est pour faire les gros titres des manchettes dans les journaux d'État en Europe, c'est-à-dire un féodé à Emmanuel Macron, je ne vais pas citer lesquels, ou à Keir Starmer en Angleterre. En réalité, c'est comme si on avait négocié jusqu'à présent avec, on va dire, le négociateur, qui sont les États-Unis, le go-between, mais que l'autre partie... on s'était dit, oui, finalement, elle a vu la première mouture, on a refabriqué une mouture qu'on a proposée au négociateur, mais le négociateur ne l'a pas vraiment proposée à l'autre partie. Donc, en fait, tout ça pour dire que la plupart des gesticulations, parce qu'il faut bien appeler ça par leur nom, que produites par la fameuse coalition des volontaires chère à Emmanuel Macron, n'ont pour le moment donné rien du tout, parce que l'autre partie n'a pas donné sa réponse. À part, je le dis, des petits effets de manche sarcastiques de la part de Lavrov, Poutine de temps en temps. Il n'y a pas eu de vraie négociation. Là, ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain temps, il y a même eu une négociation Russie-Ukraine sans les Américains. Là, les Américains sont à nouveau dans la balance. Je crois même que Jared Kushner est de la partie, ce qui signifie qu'il y a l'aspect financier qui est pris en compte. Il y a aussi, quand Jared Kushner est là, l'avenir de l'Ukraine et qui va investir dans la reconstruction de l'Ukraine. C'est que BlackRock va se tailler la part du lion. Mais en général, quand il y a Kushner, ça veut dire qu'il y a la finance derrière. Witkoff, Witkoff, lui, c'est le vieux routier maintenant. Depuis un an, il est partout.
il a visité, il a fait des sauts de puce en avion un peu partout sur la planète. Cette semaine, il est particulièrement sollicité parce que il va aller. Alors, il devait aller à Ankara ou à Istanbul, c'était pas encore très clair, en Turquie pour négocier avec l'Iran. Il semblerait que si cette négociation a lieu cette semaine, elle se passe à nouveau à Oman. C'est un desiderata des Iraniens qui a été apparemment accepté par les Américains. Retrouver le format à Mascate où les deux délégations échangent. Je ne sais pas pourquoi les Iraniens ont proposé ça, mais en tout cas, on revient dans le format de dialogue Amérique. Peut-être sans doute parce que symboliquement, et on sait qu'en diplomatie, c'est extrêmement important, qui dit Mascate, qui dit Sultanat d'Oman, dit négociation traditionnelle États-Unis-Iran, et surtout dit nucléaire. Parce que c'est là qu'ont eu lieu les premiers pourparlers sur la question du nucléaire, avant la guerre des 12 jours en juin dernier, et ça va être une sorte de reprise de ces pourparlers. Donc symboliquement, ça veut dire on les a laissés au moment de l'attaque israélienne, on les reprend aujourd'hui, avec, semble-t-il, là, on va dire des pistes qui s'ouvrent sur la question du devenir de l'uranium enrichi à 60% que possèdent encore les Iraniens. Le tout étant, on va dire, matiné de petits signes où chacune des deux parties montre sa puissance, la présence de l'Abraham Lincoln. Hier, un drone qui est abattu par les Américains qui s'approchait par l'Abraham Lincoln. Après la destruction du drone, les Iraniens ont renvoyé un drone d'observation qui, cette fois-ci, n'a pas été abattu. Mais, si vous voulez, chacun monte les muscles et négociation. Donc, Witkoff, lui, hop, il va sortir du dossier ukrainien, du dossier russe, et il va revenir, il va immédiatement plonger probablement à la fin de la semaine, dans le dossier iranien. Voilà. Régis, de son côté, Emmanuel Macron prétend que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine est en train de se préparer. Oui, alors c'est un peu paradoxal. J'écoutais la conférence de presse ce matin du président français qui explique qu'effectivement, on est dans... c'est lui d'ailleurs qui a initié ce dialogue. Les Russes ont répondu favorablement. Donc là, pour une fois, il n'y avait pas de dialogue depuis 3 ans avec les Russes. Là, Emmanuel Macron a estimé que le temps était venu de reprendre le dialogue avec la Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, Giorgia Meloni a dit la même chose aussi. Donc on est dans une idée qu'on ne peut pas négocier uniquement avec l'Ukraine sans que l'autre partie concernée ne soit informée ou sans qu'on ait de relation tout simplement avec cette partie, cette autre partie. C'est assez logique, c'est plutôt favorable, ça veut dire qu'on s'achemine vers sans doute, peut-être cette année, une fin du conflit en Ukraine. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas, et surtout ça veut dire que les Européens et la coalition des volontaires groupés derrière Keir Starmer et Emmanuel Macron, se rend compte que négocier à vide avec Zelensky, faire de l'esbrouf avec des grandes embrassades à Paris, à Londres ou à Berlin, ça ne servait pas à grand-chose et qu'il valait mieux prendre le taureau par les cornes et appeler Poutine directement. Ce qui est un peu paradoxal, et ça, est-ce que c'est le propre du en même temps, cher à Emmanuel Macron encore, c'est que dans sa conférence de presse de ce matin, il dit qu'il ne voit aucun signe chez les Russes dans les jours, voire dans les semaines qui viennent, de volonté d'arrêter la guerre. Dès lors, on peut se poser la question, pour Emmanuel Macron, à quoi ça sert de rétablir le dialogue s'il n'y a pas de volonté chez les Russes ou si le président français ne les voit pas arrêter la guerre. Je pense que si on reprend langue avec Moscou, c'est dans le but justement de mettre fin à ce conflit et dans le but de ne pas en être exclu. Parce que le problème aujourd'hui, c'est, et on le voit bien avec Giorgia Meloni qui ambitionne quand même, elle a placé l'Italie très haut, elle a l'Italie à plein de niveaux, il y a des paramètres quand même qui sont dans le vert aujourd'hui pour l'Italie. L'Italie semble, sur la lignée d'Orban en Hongrie, semble se placer en diplomatie alternative par rapport à la vieille superstructure européenne et aux errements de Kaja Kallas, dont finalement l'obsession anti-russe a quand même limité les capacités d'action. Donc mettre une Estonienne à
à la place de la diplomate en chef en Europe, était-ce à la base une idée intéressante? C'est ça qu'on peut se poser comme question. Mais on sent bien qu'il y a besoin de voies alternatives et on sent que Mélanie est là pour justement essayer peut-être d'envisager l'avenir ou d'envisager un autre positionnement, alors que tout a échoué, dans le but, et ça je pense aussi que c'est important, de faire revenir l'Europe dans le concert des nations, dans le monde de la diplomatie, parce qu'on le voit bien avec l'affaire de Téhéran, dans beaucoup de domaines, l'Europe est aux abonnés absents. C'est-à-dire, on ne la consulte même plus. Sur Gaza, sur plein de domaines, elle est exclue, elle est effacée. Et on sent que là, Emmanuel Macron a compris et Giorgia Meloni ont compris que une chance pour eux, c'était peut-être de reprendre des couleurs sur le dossier ukrainien. Ça se passe en Europe. Nous sommes des pays européens, nous sommes concernés, nous aidons l'Ukraine. Tentons quelque chose auprès de l'adversaire russe pour, évidemment, tenter, pour essayer d'apporter notre pierre à la résolution de ce conflit, en sachant qu'on ne peut pas faire de l'obsession anti-russe et de la chasse aux Russes, comme c'est souvent un peu le cas, ad vitam, et qu'un jour ou un autre, comme l'a dit Emmanuel Macron, la Russie, elle ne va pas disparaître. C'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés qui se trouve juste à côté de nous. Et il va falloir à un moment qu'on reprenne langue avec Moscou. Régis, sur ce conflit russo-ukrainien, il y a bien évidemment les négociations, la diplomatie, mais il y a également le front. Quel est l'état du front actuellement ? Le front, si vous voulez, il y a eu l'épisode, après l'épisode Pokrovsk, Mirnograd, une exploitation par les Russes de la prise de ces deux villes. Mais il n'y a pas eu, on va dire, d'avancée significative où, disons, les Russes n'ont pas profité autant qu'on l'imaginait de la prise de ces deux villes. Les Ukrainiens y ont réussi à rétablir des lignes de défense et à les consolider, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, il y a eu, on va dire, une sorte de verrouillage dans le Donbass, à savoir qu'aujourd'hui, la ville de Konstantinivka est très prête de tomber. La chute de Siversk avait été aussi un élément important parce qu'on n'attendait pas à ce qu'elle se produise aussi rapidement. Siversk faisait partie des grosses villes fortifiées de l'ouest du Donbass, encore aux mains des Ukrainiens. Donc les Russes ont marqué des points. Le tempo a ralenti. Il continue à s'attaquer aux forteresses en sachant que les quelques 15% du Donbass que les Ukrainiens contrôlent toujours seront difficiles à prendre. En revanche, il y a des choses qui se sont passées au sud. Le front sud, on le sait, depuis la chute de Pokrovsk notamment, s'est activé et les lignes de défense des Ukrainiens dans cette zone sont beaucoup moins efficaces. Les Russes, sur la prise par exemple de Goulialpol, ont avancé pendant longtemps de plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Le front sud s'est activé. Il y a la ville d'Orikiv qui est défendue par la 62e brigade ukrainienne depuis au moins 1 an et demi. Ce qui est intéressant, c'est que le front Orikiv, c'est au sud de Zaporijjia et c'est la dernière place forte avant Zaporijjia. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'activation de ce front sud, les avancées russes dans ces secteurs peuvent laisser penser qu'on aura un peu plus tôt que prévu aussi une bataille pour Zaporijjia. Et si les Russes parviennent à conquérir Zaporijjia, ils sont au Dniepr. Ça sera quand même assez significatif. Tous ces éléments-là, ajoutés aussi à un hiver extrêmement rude en Ukraine en ce moment, qui fait que Donald Trump est intervenu directement auprès de Vladimir Poutine pour obtenir de ce dernier une trêve, on va dire, dans les frappes dans la profondeur en Ukraine, frappes sur les centrales électriques qui privent les Ukrainiens d'une partie de l'électricité de chauffage, qui ont fait par exemple que Klitschko, le maire de Kiev,
a décrété que les écoles, avant fin février, les élèves n'iront pas à l'école. Donc l'Ukraine est vraiment très affaiblie, les trains continuent à fonctionner, mais on est quand même dans une période où l'hiver arrange les Russes. Hein. C'est toujours le fameux général hiver qui les a toujours arrangés dans leur histoire. Et en l'occurrence, frapper le système électrique pour eux aujourd'hui bien provoque un avantage, c'est-à-dire effectivement ça embarrasse encore plus l'Ukraine dans ses dispositifs pour sa population civile, mais également dans son aide militaire. Donc on est voilà, dans une période très critique. Il n'y a pas, on va dire, de percée véritable comme il y a pu en avoir en août dernier avec Dobropila, comme il y a pu en avoir sur Gouliaïpol il y a quelques mois. Le front continue à avancer en faveur des Russes. Les Russes continuent à grignoter. Au mois de janvier, ils ont pris 2 fois plus de kilomètres carrés qu'au mois de décembre. C'est des paramètres, si vous voulez, qui ne montrent pas une avancée spectaculaire, mais qui montrent une sorte d'accélération du grignotage russe sur les positions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, en sachant que, comme je vous le disais, les Ukrainiens ont toujours la capacité de résister dans le Donbass, et résistent toujours, et que le Donbass est l'option prioritaire pour Vladimir Poutine. Si Volodymyr Zelensky accepte de céder ses territoires, du côté russe, il risque d'y avoir plus de dispositions à négocier et éventuellement à proposer un cessez-le-feu et une paix en Ukraine. Après, tout ça est extrêmement politique. Céder du territoire pour Zelensky, c'est suicidaire à domicile, en sachant qu'aujourd'hui, autour de Zelensky, même si Yermak, son chef de cabinet, était quelqu'un d'extrêmement dur et une sorte de petit dictateur en lui, actuellement c'est Kirillo Budanov qui le remplace, qui n'est pas non plus un tendre, ancien des forces spéciales, spécialiste de la sécurité et des opérations clandestines. Donc autour de Zelensky, il y a quand même un carteron de jusqu'au-boutistes qui, quelque part, sont prêts à discuter avec la Russie, mais veulent leur part du gâteau. Dans cette guerre en Ukraine, il est fort à parier que l'après-guerre risque de provoquer des séismes politiques, y compris la place de Zelensky n'est pas du tout garantie dans cette après-guerre, mais les durs ont le vent en poupe, notamment au niveau de l'armée ukrainienne, où aujourd'hui le bataillon Azov a irrigué dans toute l'armée ukrainienne, il a grossi ses effectifs, et il reste le modèle, l'exemple pour beaucoup d'unités ukrainiennes, parce que Azov, c'est le patriotisme, c'est la camaraderie, c'est plein de valeurs vers lesquelles, alors évidemment il y a l'option, les tentations néo-nazis qui n'ont pas disparu, contrairement à ce que racontent certains, mais Azov, en termes de discipline, je vous dis, et en termes de patriotisme, est souvent regardé par les jeunes Ukrainiens comme un modèle, comme un exemple, pour ceux qui ont encore foi en leur pays, et il y en a, le modèle Azov et la façon dont ils ont mené les combats est quelque chose qui est prisé en Ukraine. C'est une tendance, quand une guerre se prolonge, c'est les durs qui gagnent, c'est toujours le cas. Et donc là, aujourd'hui, c'est des éléments importants, parce que l'après-guerre en Ukraine sera quand même quelque chose à regarder de près, avec ceux qui auront, si Zelensky signe des accords de paix, vous aurez aussi ceux qui refuseront. Et le risque pour l'Ukraine, c'est qu'elle se retrouve dans la situation de l'Allemagne en 1919, avec les corps francs, soldats à qui on dit vous arrêtez de combattre, mais qui n'ont pas l'impression d'avoir perdu. Et tout le problème étant les années 1919, et on a vu l'Allemagne se redresser et ça a été l'avènement du nazisme, donc avec tout un tas de troubles avant. Donc le problème de l'Ukraine après la guerre, il va se situer dans que faire de ces groupes, quelle importance auront-ils dans l'après-guerre, vont-ils peser politiquement, vont-ils imposer leur agenda à l'Ukraine? Tout ça est dans la balance, et aujourd'hui, effectivement, on est toujours dans une situation extrêmement critique pour l'avenir de l'Ukraine. Merci Régis. Merci Aïcha.